Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1, c'est News Les Échos. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche, c'est votre grand rendez-vous. Vous êtes ancien ministre de l'économie, ancien commissaire européen au marché intérieur. Avec vous ce matin, nous allons nous interroger sur l'avenir du pays. Quelle France pour demain? Va-t-on assister à une transformation, une transfiguration de la société française? Hier soir, pour la deuxième fois consécutive, la victoire du PSG en Ligue des Champions a été gâchée par les émeutiers. Vous venez d'entendre l'incompréhension des habitants du quartier de la Porte de Saint-Cloud. 416 interpellations, 7 policiers blessés sur le régalien, mais aussi économiquement. Rarement la France a été autant dégradée, dédaignée, endettée, malgré tous les talents que nous avons en France, à commencer par les joueurs du PSG qui ont démontré le meilleur d'eux-mêmes hier soir. Que représente la France face également à la montée des nouveaux impérialismes? Nous allons nous interroger ce matin. Et puis nous aborderons une question cruciale que même le pape Léon a abordée lui-même dans sa dernière encyclique. L'IA, l'intelligence artificielle, est-elle dangereuse? Va-t-elle remplacer l'humain? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. La France se réveille groggy ce matin. D'un côté, une superbe victoire et on est tellement content pour le PSG et pour la France, pour le rayonnement de la France, pour la jeunesse. Et d'un autre côté, vous l'avez vu avec ses habitants du 16e arrondissement à côté du Parc des Princes, l'incompréhension, la fête gâchée par les émeutiers. 416 interpellations en France, 283 rien qu'à Paris. 7 policiers blessés, auxquels bien sûr on pense très fort ce matin. Le périphérique envahi par des centaines de supporters. La province n'est plus épargnée, Thierry Breton. Il y a Paris, mais il y a aussi une vingtaine de villes. Agen, Montpellier, Dijon. Marine Le Pen, hier soir, disait « Il n'y a qu'en France ». Il n'y a qu'en France où la victoire d'un club de foot provoque des émeutes. Il n'y a qu'en France, dit-elle, où chacun se sent obligé de s'enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d'être confronté à des violences. Qu'est-ce que ça dit de la jeunesse d'aujourd'hui, Thierry Breton? D'abord, ça dit quand même une immense joie, parce qu'il ne faut pas l'occulter. Sur le terrain sportif. Ah oui, mais ça a été quand même un moment, quelque part, il faut le dire aussi, un moment d'unité. On avait parié, nous deux, sur le score, d'ailleurs. Hein. Oui, on peut le dire aux téléspectateurs et aux auditeurs. Nous avions en secret parié sur le score. Et vous avez fait jouer quoi? L'intelligence artificielle. Et vous pouvez même dire qui a gagné. Mais je vous dois effectivement un pari. Voilà, c'est aidé par l'intelligence artificielle. Mais vous vient à l'esprit pour commenter. Hier soir, c'est un moment d'unité. Ah oui, c'est clair, parce qu'il y a eu vraiment un moment de communion, je dirais, de l'ensemble des Français autour de ce succès extraordinaire. Quand même, la deuxième fois, la Coupe d'Europe, c'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai que ça a réuni la très grande majorité des Français. Et quelque part, moi, je vais vous dire, ça fait plaisir de voir les Français réunis. Ça fait plaisir, mais en même temps, vous avez vu cette dame. Je vais y revenir. Parce qui ne comprend pas. Elle essaye de s'interroger. Elle dit, ce sont des hordes, ce sont des gamins, je ne comprends pas. Et on va même peut-être aller un tout petit peu plus loin que la question que pose cette dame, à juste titre. C'est pas le cas pour tous les matchs. Je me souviens, il y a le RC Lens. À Lens, ça a été quand même une fête extraordinaire aussi. Une joie formidable. Il y avait moins de monde dans la rue, c'était un événement d'une plus faible ampleur. Quand même. Peut-être que vous avez là la réponse alors, monsieur. C'est peut-être ça. Pourquoi faut-il que lorsque nous avons un succès qui est un succès national, ça se passe très bien, parce que ça s'est passé très bien, c'était la deuxième fois, il y a eu Bordeaux aussi, donc finalement ça se passe bien. Pourquoi, lorsque c'est un succès international, ça se passe comme ça? Peut-être parce que, au fond, c'est... alors, comme on les appelait, outre-Atlantique, on les appelait les hooligans. C'est-à-dire ces hordes, en fait, dont on parle. Ils viennent, ils s'abritent derrière la foule, parce que c'est ça qui se passe. Et puis derrière, effectivement, ils cassent. Donc ça n'a plus rien à voir avec le foot? Bien sûr que non. On n'est plus du tout dans les supporters. Bien sûr que non. Voilà. On est précisément dans la foule, on est dans la joie d'une nation qui va quelque part communier sur un succès, et on a effectivement ces bandes qui viennent et qui cassent. Alors, mais Thierry Breton, vous n'avez pas l'impression d'être un peu daté dans votre analyse, les hooligans, tout ça? Est-ce qu'on n'est pas devant quelque chose d'autre avec ça? Alors, justement, si je les ai employés, M. Bocoté, c'était pas uniquement pour que vous puissiez réagir, car je savais que vous réagiriez, vous êtes très fort. C'est parce que les Anglais ont réussi à régler ce problème. On se souvient quand même, il y a eu c'était quand même les ultra-violences. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi nous ne sommes pas encore capables de régler
l'intégralité de ce problème, même si je dois mesurer. Parce que moi, vous savez... Vous mettez en cause les forces de l'ordre? Non, justement... Et le ministre de l'Intérieur? Les forces de l'ordre qui ont été blessés, hein, 7 policiers blessés. J'allais justement dire l'inverse. Vous voyez, vous m'avez interrompu juste au moment, et vous avez parfaitement raison de le faire, mais juste au moment où j'allais dire l'inverse. Parce que pour vous dites on est le seul pays qui n'arrive pas. Pour celles et ceux qui, précisément, quand on est dans l'action publique, on essaie de faire. Et comment on fait pour vérifier qu'on fait dans le bon sens? On essaye de réduire effectivement ce qui se passe. L'année dernière, là encore, on se souvient des événements. Je crois même qu'il y a eu, hélas, des victimes. Ça a été tragique. Et il y a eu beaucoup plus d'actions négatives qu'on a pu constater que cette fois-ci. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doit se satisfaire. Mais on voit donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit donc qu'avec 22 000 forces de l'ordre déployées, et vous avez raison de le signaler, pas uniquement sur tout le territoire, puisqu'il y en a eu 8 000 à Paris, et il y a eu tout le reste en province. Ça veut donc dire que les forces de l'ordre avaient assez bien anticipé ce qui risquait de se passer par ces hordes. Et je voudrais vraiment faire la distinction entre ces hordes et la jeunesse d'aujourd'hui, pour répondre à monsieur... Ah bah bien entendu. Complètement, encore une fois, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a célébré ce qui s'est passé. Et puis vous avez ces hordes. Et la question de M. de Villeneuve, c'est à quoi elle aspire cette jeunesse? Et je crois que c'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose. Moi, la question que je vous pose est un peu différente, c'est à quoi aspirent ces hordes? Mais alors, si vous permettez, je peux répondre. On va répondre à la question. Je vais répondre d'abord à la question de M. Villeneuve, mais j'essaierai. Alors là, je ne sais pas si je pourrais répondre à votre question, parce que je les connais peut-être moins bien que vous, ces hordes. Mais en tout cas, sur la jeunesse. Ils se sont fait connaître hier. Sur la jeunesse, c'est clair qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui ne demande pas la lune. Elle demande, me semble-t-il, tout simplement que l'État régalien, tienne ses promesses. Quand on dit l'État régalien, c'est pas uniquement l'État sécuritaire. Bien sûr, c'est l'État sécuritaire. Mais c'est aussi l'État qui doit permettre à notre système éducatif de répondre aux évolutions du monde. Mais est-ce que l'État fait pas déjà le maximum, Thierry Breton? Certainement pas. L'État fait beaucoup, mais je vais aller au bout de ma réponse, si vous permettez. Il faut le faire, et voilà la vraie question, il faut le faire dans la durée. Donc parce que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire, il y a les émeutes. Et le problème, encore une fois, on va laisser l'hooligan de côté, je vais y répondre. Je parle des jeunes pour l'instant. Les jeunes, c'est pas les émeutes. Et donc, ce qu'il faut, évidemment, pour nous tous, collectivement, c'est qu'on ait enfin un État qui tienne sa parole, pardon de le dire comme ça, et qui tiennent un cap. Et aujourd'hui, on voit bien que le cap, il est très difficile à retenir, et hélas, et je suis le premier à le déplorer... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Quel cap Ah, vous ne comprenez pas? Eh bien, je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Parce que vous avez l'air de dire qu'il y a des stop and go, que ça change... Je vous donne un exemple. C'est que la première chose, vous savez, dans les familles, il y a des choses très importantes pour tenir une famille. Comparaison n'est pas raison. C'est par exemple tenir un budget. Eh bien, monsieur, voyez-vous, un État qui est le seul État européen qui maintenant depuis des années dit quelque chose et fait l'inverse en matière de budget, c'est un État qui ne donne pas l'exemple. Et ça, vous voyez, on est sur le régalien là. Mais le régalien, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement. En tout respect, quel est le lien avec les violences? Je vais venir sur les hooligans, monsieur. Mais laissez-moi une finir. Non, mais je vais y revenir. Je veux juste terminer sur la question. La question, c'est que il faut évidemment avoir un État, l'État régalien, qui tient encore une fois sa promesse et ses paroles. C'est évidemment, on l'a dit, dans l'État régalien et sécuritaire. C'est évidemment dans l'école. C'est évidemment aussi sur la promesse d'un État qui est un État qui est équitable. Et quand on ne donne pas cet exemple, eh bien effectivement, alors je viens sur vous, alors quand on ne donne pas cet exemple, alors ça permet à ceux qui disent il faut faire table rase, il faut tout casser, parce que finalement, on ne tient pas les promesses qu'on nous fait, et donc, voyez-vous, tout se tient, monsieur. Il n'y a pas ces promesses, donc il y a des émeutiers, des hooligans qui se permettent de tout se tient dans une société. Donc, dans une société, il faut donner l'exemple. Attendez. Et l'État doit être le premier, l'État doit être le premier agent, opérateur à donner l'exemple. Et l'État ne donne pas l'exemple quand il ne tient pas les objectifs. Que les émeutiers d'hier, c'est une fronde politique contre un État qui ne leur donne pas assez. Je n'ai pas dit ça, j'ai fait la distinction, alors merci de me permettre de repréciser, entre les jeunes dont on a parlé et les hordes, pour répondre maintenant à M. Bocoté, qui sont effectivement là et pour lesquels il faut avoir évidemment une fermeté qui soit... Est-ce que vous nous dites qu'il y a du déficit public en France, on ne tient pas nos comptes, on ne tient pas nos engagements vis-à-vis de Bruxelles, et c'est ça qui fait qu'il y a de la violence en France? Je dis que... On ne voit pas très bien le lien. Je dis qu'un État
qui ne tient pas sa parole ne donne pas l'exemple qu'il faut donner à tous les niveaux. Voilà, c'est mon sentiment. Je ne vous demande pas de le partager. Non, je vous donne mon sentiment. Sentiment pour sentiment. Et pour le reste... aussi une haine de la France qui s'exprime là, un désir d'attaquer l'autorité, un désir de bafouer l'autorité, une volonté d'occuper l'espace, comme il y a très souvent la Saint-Sylvestre, comme il y a très souvent dès qu'il y a un événement sportif à grande échelle. Monsieur Bocoté, je comprends parfaitement et je ne suis pas surpris par vos propos. Je les comprends, je les écoute assez souvent sur votre chaîne. Vous n'êtes pas choqué par la même chose? Je vous dis simplement que je fais la distinction entre ceux que j'ai qualifiés de hooligans, ces fameuses hordes, et je fais la distinction entre les jeunes. Et pour les jeunes, il n'y a pas cette haine de la France. En tout cas, à charge pour nous de leur donner effectivement l'amour de notre patrie. Alors, et hier, c'est plutôt ce que j'ai vu. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Et dans un instant, on va voir justement faire la différence entre, comme vous dites, les jeunes et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, et les hooligans, et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Parce que pour l'instant, c'est pas clair. Et pour l'instant, je suis obligé de marquer une pause. On n'a pas envie de faire beaucoup pour les hooligans. Il faut les punir, et avec la plus grande fermeté. Bon, eh ben, écoutez, on va y revenir dans un instant, parce que 100 000 supporters sont attendus tout à l'heure au Champ de Mars, et ces événements qu'on a vécus hier soir vont peut-être d'ailleurs se poursuivre. On voit ça dans un instant. Dans le grand rendez-vous, à tout de suite. J'ai attendu tout à l'heure au Champ de Mars pour le retour justement de nos héros qui donc ont obtenu cette 2e étoile européenne avec cette Ligue des Champions absolument remarquable hier. Jusqu'au dernier moment, ils nous ont tenus en haleine avec ces tirs au but. Ça, c'est sûr. Et cet arrêt dernièrement sur le dernier but anglais du gardien français. La jeunesse, encore une fois, celle qui a manifesté. Regardez le carrefour Foch, le haut de l'avenue Foch, où CNews a braqué ses caméras hier soir, avec ses feux de poubelle, ces actes que personne ne comprend. On allume des feux, on bloque le périphérique. Moi, je me souviens des équipes de CNews encore très tard hier soir sur ce petit précaré, où même le camion de pompiers finit par partir parce que ça commence à devenir trop dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites qu'il faut une réponse de fermeté. Mais c'est clair, monsieur. Mais c'est quoi la réponse de fermeté? On a en ce moment une loi riposte que vante le ministre de l'Intérieur, M. Nunes. On a eu des lois de M. Darmanin précédemment. Très bien. Aujourd'hui, demain, voilà. Et malgré tout cela, qu'est-ce que vous disent les policiers? Et 7 policiers sont blessés. Ils vous disent, on interpelle, 416 interpellations. Ensuite, il y a des gardes à vue. Et à la fin, combien il y a de condamnations? Combien il y a eu de condamnations à la demi-finale? 3 condamnations, 1 condamnation, je ne sais plus, 2, 3 condamnations, c'était minime. On ne donne pas d'acte de fermeté aujourd'hui en France. Monsieur Vino, on peut faire tout à fait l'émission sur ce sujet, j'ai aucun problème, et je crois que c'est très intéressant. Vous savez très bien. Mais vous m'avez retiré ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut maintenant, cette jeunesse dont vous parlez, mais il n'y a pas que la jeunesse, des lois, et des lois, et des lois, et des lois. Ce qu'on demande tous, et ce que demandent, me semble-t-il, les Français, mais pas que les Français, c'est vrai aussi en Europe, c'est que quand des lois sont votées, elles soient appliquées avec la plus grande rigueur. Et si c'est nécessaire, mais c'est l'ensemble du système. Il faut appliquer ces lois plutôt que de faire, une énième loi. Le problème, il est dans l'exécution. Et voyez-vous, monsieur, on souffre de quoi aujourd'hui en France? D'un manque d'exécution. Et c'est pas qu'en France. Vous savez, j'ai mis en place des lois pour protéger notre espace informationnel. J'ai bien protégé, M. Bocoté. Protéger notre espace informationnel. Ça s'appelle le DSA, ça s'appelle le DMA, ça s'appelle les IACT. Ces lois, on les a mises en place, votées par nos co-législateurs. Aujourd'hui, on voit qu'il continue à y avoir des problèmes dans l'espace informationnel. Donc elles ne sont pas appliquées? Et elles ne sont pas assez appliquées avec assez de fermeté. Et donc c'est tout. Mais voilà de quoi on souffre. Voilà de quoi on souffre. Comment Thierry Breton, ancien ministre, ancien commissaire européen, comment est-ce qu'on comprend la non-application de ces lois? Thierry Breton, qui a consacré sa vie à la fois à l'action publique et à la direction d'entreprise, si vous permettez, puisque c'est ce que vous me demandez, moi j'ai appris une chose, c'est que dans les moments difficiles, pas que du reste, mais là on est dans un moment difficile, dans un moment critique. Ce qu'il faut, c'est du leadership et appliquer précisément les instruments et les outils que vous avez à disposition. Et je dis tout à l'heure, et je vous l'ai dit... Donc il y a un manque de leadership. Et je vous l'ai dit, bien sûr qu'il y a un manque de leadership, bien entendu, partout. Il y a un manque de leadership et d'exécution, et c'est pour ça que je vous ai dit... Donc il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a personne à viser. Et c'est pour ça que mais c'est normal, vous caricaturez, et c'est pour ça que je vous ai dit... Mais c'est normal, je vous dis... Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, quand on est dans cette situation, on doit évidemment se fixer un objectif, c'est-à-dire ne plus avoir ce type de débordement, et mesurer ensuite le progrès. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit précisément, en homme d'action que j'ai toujours été dans ma vie, et qui a fait des choses, c'est qu'on mesure le progrès en disant, c'est peut-être
pas possible d'éradiquer en une fois, quand on part de là où on part. Mais en tout cas, ce qu'il faut souligner, et pardon de le dire, c'est que le ministre de l'Intérieur, il a quand même, avec ses 22 000 forces de l'ordre auxquelles il faut rendre hommage, eh ben, il a quand même tenu l'objectif qu'il était le sien, c'est-à-dire de baisser, pas complètement, et c'est tout ce que je dis, et je le répète. Il a fait le job, et je le répète. Mais ça ne suit pas derrière. Eh ben, ça suit pas ne suit pas. Et pourquoi ? Parce qu'on souffre effectivement en France d'un manque d'exécution, d'expliquer comment on va faire, et c'est pour ça que j'espère vivement que pour la campagne présidentielle qui s'ouvre, j'espère qu'on va avoir comme choix, non pas ceux qui vont nous proposer des énièmes nouvelles lois, des énièmes nouveaux projets, qui ne seront pas tenus, parce qu'on ne saura pas les financer. Je parle en face du journaliste des Échos. Et donc, je vais juste terminer, puis je réponds. Et donc, finalement, qu'on va choisir ceux qui vont pouvoir exécuter, c'est-à-dire tenir un objectif. Eh bien, on verra bien. Non, mais d'accord. Excusez-moi, M. Bocoté. Exécution, fermeté. Oui, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui en France. Juste avant, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un bon diagnostic? Ce que vous voyez là, est-ce que vous oseriez quand même pas contester le fait qu'il y a une dimension culturelle dans cette Mais je ne conteste rien. Et les diagnostics, M. Bocoté, il suffit de vous écouter avec beaucoup de respect tous les jours. On les a. On en crève des diagnostics. Pardon de le dire. Tous les jours, on a des diagnostics. Maintenant, est-ce qu'il y a un échec de l'intégration culturelle? Maintenant, ce que je dis, c'est que les diagnostics, ils sont faits, refaits, refaits. Maintenant, Monsieur de Villeneuve, il faut qu'on passe à l'exécution. Et j'espère que c'est ce qui nous permettra, précisément, de porter à la présidence de la République celle ou celui qui sera, ne serait-ce qu'exécuter tout ce qui a été décidé. On a parlé de la jeunesse. La jeunesse, elle vote quoi ? Elle vote les intentions de vote selon le sondage. Elle vote soit Mélenchon massivement, c'est une jeunesse qui est parfois communautaire, parfois une jeunesse des quartiers. Elle s'informe sur TikTok, elle ne regarde pas l'information dans les médias traditionnels. Il y a une autre jeunesse qui vote aussi pour le RN, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant un vote sur les extrêmes. Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, l'attente de la jeunesse, c'est évidemment, vous savez, je le dis, elle ne demande pas la lune, la jeunesse. Elle demande tout simplement, vous savez, la jeunesse, elle veut avoir un travail, elle veut avoir une famille, elle veut avoir un engagement aussi. On a une jeunesse qui cherche à s'engager, mais elle ne croit plus aujourd'hui. Mais tout simplement, pour quelle raison ? Pour une raison simple que je dis encore une fois ce matin à votre micro, c'est parce que les promesses sont là. Et les objectifs ne sont pas tenus. C'est parce que les paroles sont là, et finalement, les comportements sont en contradiction avec les paroles. Voilà, alors on se dit, on a tout essayé, donc allons voir, c'est vous qui le dites à l'instant, à la gauche de la gauche ou à la droite de la droite. Et c'est effectivement, aujourd'hui, si jamais on n'occupe pas ce terrain-là, qui est un terrain, encore une fois, de la capacité à exécuter, parce que le fait de dire, écoutez, on a tout essayé, donc on va essayer autre chose, c'est un peu comme la discussion qu'on avait. On lance la pièce et puis ça peut tomber côté pile ou côté face. Et moi, j'ai pas envie de jouer la présidentielle de la République en jetant une pièce en l'air. Côté pile ou côté face. Vous dites que les jeunes, une partie de la population sont séduits par les extrêmes, mais quand on voit le spectacle... C'est M. Villeneuve qui vient de nous rappeler le bloc central aujourd'hui, avec une multitude de candidats. Il y avait Gabriel Attal qui était en meeting hier soir. Oui, très bonne date pour Gabriel Attal. Donc, très bien choisi, le jour de la finale. C'est plutôt le bal des égaux plutôt que de mettre des propositions sur la table. Est-ce que aussi la réponse de votre camp politique est à la hauteur de cette situation ? Écoutez, moi je le dis comme je pense. Bien sûr, on voit les choses maintenant un peu démarrer. Moi j'ai le sentiment que la campagne, elle n'a pas démarré. Parce que j'ai le sentiment, mais c'est mon sentiment, encore une fois, je ne demande pas de partager, c'est mon sentiment, vous m'interrogez. J'ai le sentiment que encore une fois, le véritable élément sur lequel on doit se prononcer, en tout cas moi c'est ce que vraiment je crois, c'est d'élire à la présidence de la République celui ou celle qui saura exécuter les objectifs qui sont ceux de la France, parce qu'on a aujourd'hui une France, vous l'avez répété, qui n'est pas assez entendue comme elle devrait l'être, qui n'a pas la position ni en Europe ni dans le monde qui est la sienne, et tout simplement parce que le regard qu'on porte sur notre pays est un pays qui ne tient pas assez ses objectifs. Donc la première chose, c'est de dire comment on fait pour se mettre ensemble, et on en parlera peut-être tout ça, et c'est ma proposition notamment de règle d'or, vous le savez. La règle d'or, voilà. C'est une proposition économique pour sortir le pays de la dette, de l'endettement, de retrouver une croissance, etc. Vous avez rencontré une grande partie des candidats à la présidentielle sur tous les chiquiers politiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils vous répondent quand vous proposez cette règle d'or ? Parce que c'est ni un plan d'austérité, c'est une sorte de plan d'équilibre. On arriverait quand même à repartir, entre guillemets, même s'il faudra 5 ans à peu près pour revenir à une situation à peu près normale. Vous voyez, tout se tient
c'est un plan qui n'est pas un plan économique. Il a évidemment une finalité économique, mais c'est un plan de discipline. Parce que de quoi on parle depuis le début de cette discussion? Je ne sais pas. On parle de discipline. Je ne sais pas. Eh bien, je viens vous donner le mot, ça va vous éclairer, M. Bocoté. Vous parlez d'exécution ? On parle de discipline. Non. On parle de discipline. Je vais terminer, si vous permettez. On parle de discipline. Parce que la France, précisément, n'est plus capable de tenir la discipline qu'elle doit s'imposer. Et donc, cette règle d'or, c'est de remettre de la discipline. Et pour nos téléspectateurs, parce que peut-être que la règle d'or, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, pour les téléspectateurs et les auditeurs, ce matin, la règle d'or, dont je porte encore une fois le projet, pas pour moi, pour celles et ceux qui vont être en charge d'avoir la responsabilité du pays dans un an. C'est de se dire, comme l'ont fait les Allemands, à un moment, vous savez, on est dans un moment où notre classe politique, elle est fragmentée. Et donc, il faut se mettre ensemble sur des objectifs qui nous réunissent. Les Allemands, il y avait la gauche avec le SPD, il y avait la droite avec la CDU. Ils étaient partagés parce qu'il n'y avait jamais un qui avait la majorité. Plus disciplinés que les Français, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors là, je peux vous dire que d'un point de vue budgétaire, c'est parce qu'ils se sont mis ça qu'ils le sont. Avant, ils l'étaient pas. Je peux vous le dire, j'étais ministre. Je parle de la culture, je parle de la mentalité. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ne sont pas les seuls, du reste. Ils ont dit, d'un point de vue constitutionnel, à partir d'un certain temps, on s'interdit, comme je le répète, ce sont les règles que nous avons approuvées, on s'interdit d'avoir des budgets en déficit, parce qu'un budget en déficit, c'est un budget qui, précisément, crée de la dette. À un moment, la dette est insoutenable. Donc, le projet, c'est un projet où on va pas. La discipline budgétaire va tout régler. Ça va plaire aux Échos. Vous êtes journaliste aux Échos, monsieur, je crois. Très bien. Alors, ça va vous plaire aux Échos, parce que je pense qu'effectivement, les Échos sont très attentifs, à juste titre, à l'économie. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on propose, tout simplement, en 2032, de n'avoir plus de budget qui soit inférieur à 1% de déficit, pas 0, 1% de déficit. Et 1% de déficit, pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, on a l'arme nucléaire qu'il faut financer. C'est pas de l'austérité, parce que tous les ans, 1% de déficit, ça crée 40 milliards de plus que l'année d'avant, et avec la croissance, ça fait 80 milliards, donc on a 80 milliards de plus à dépenser, mais on se fixe une règle qui est, encore une fois, progressivement, de tenir cet objectif, Et lorsque j'en parle, pour répondre à votre question... vous allez me dire dans un instant, parce que nous avons une pause publicitaire avec Europe 1 et alors on la respecte, évidemment. Et du coup, on va tenir en haleine nos téléspectateurs et nos auditeurs, et vous allez me répondre à la question que je posais tout à l'heure. Que vous répondent les différents candidats à la présidentielle quand vous leur présentez cette règle d'or? A tout de suite. Ça se produit assez rarement. Mais Mathieu Bock-Côté, qui a quand même un cerveau supérieur à nous tous, ne comprend pas votre logique. Alors vous allez nous expliquer, non pas de nouveau, parce qu'on ne va pas refaire les 30 minutes d'émission qu'on a fait, mais on en était où? On en était au fait que la règle d'or que vous venez de nous expliquer, que personnellement moi j'ai très bien compris, mais vous êtes allé la livrer sur un plateau d'argent. Je vais donc l'expliquer. Non, attendez. Aux différents candidats à la présidentielle, et la question c'est qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Est-ce qu'ils achètent votre règle d'or? Est-ce qu'ils ne l'achètent pas? Est-ce qu'ils vous disent le problème est ailleurs, c'est sur le régalien? Est-ce qu'ils vous disent ça n'est pas en faisant de la discipline budgétaire qu'on arrivera à créer de la démocratie et donc à régler le problème de régalien? Qu'est-ce qu'ils vous répondent point par point? Vous êtes allé voir, je crois, Jordan Bardella, par exemple. Commençons par Jordan Bardella, c'est celui qui est au plus haut dans les sondages au premier tour. Qu'est-ce qu'il vous répond, Jordan Bardella? Alors d'abord, sur le principe, comme vous avez compris, je ne désespère pas également qu'à la fin, M. Bock-Côté comprenne. Je ne comprends pas votre lecture de la situation française. Donc, je vais vous dire de façon précise ce que je leur dis, plutôt que ce qu'ils me disent, parce que je vous propose plutôt de les laisser dire ce qu'ils vont me dire, parce que je ne suis pas, encore une fois, leur petit messager. Et il y en a qui me disent... Ils vont nous dire d'une manière globale s'ils achètent ou pas votre projet. Il y en a qui me disent... Ils vont nous dire comme à chaque fois qu'ils vont réduire les déficits, ça va se produire, vous le savez. Ça, c'est possible. Il y en a qui me disent, tu peux dire ce que je t'ai dit. Il y en a qui me disent ce qu'ils me disent. Et il y en a qui me disent, je le dirai moi-même. Alors, donc, on va se limiter à ceux qui vous ont donné l'accord. Alors, ceux qui m'ont donné l'accord, par exemple, Gabriel Attal. Vous avez vu, il me dit, je suis complètement d'accord et tu peux dire que je suis d'accord. Ceux qui parlent par eux-mêmes, par exemple, regardez Édouard Philippe, il est allé même très clairement, puisqu'il a dit, si je suis élu président de la République, la première chose que je ferai, c'est un référendum pour imposer la règle d'or. Donc il a parlé. Il y en a d'autres qui disent, effectivement, j'ai rencontré Jérôme Bardella, on s'en est caché ni lui ni moi, puisqu'encore une fois, moi j'ai fait ça de façon totalement ouverte. Et donc voilà, on a parlé pendant un certain nombre de temps sur ces questions. Et je lui ai expliqué la raison pour laquelle il me semblait, qui n'est encore une fois pas qu'une raison économique, M. Bock-Côté. C'est une raison politique. La raison politique, mais je voudrais vraiment le dire parce que c'est très important. La raison politique, c'est qu'à partir du moment où on se met une discipline, on a deux objectifs qui sont atteints.
Le premier, c'est qu'on retrouve de la compétitivité par rapport à notre pays, parce que je rappelle que pour les entreprises françaises aujourd'hui, parce qu'on est un État impécunieux qui ne tient pas ses objectifs, on a une prime de risque sur la France. Je rappelle quand même, excusez du peu, qu'on va emprunter plus de 320 milliards d'euros cette année et qu'on paye 80 points de base de plus que l'Allemagne, ce qui fait que du coup, la France a perdu sa compétitivité pour les entreprises qui ont besoin d'emprunter par rapport aux entreprises allemandes. À partir du moment où vous faites ça, bien d'un seul coup, le prime de risque sur la France diminue et finalement se remet exactement au niveau de l'Allemagne. On a retrouvé la compétitivité. Ça, ils le comprennent. Deuxième élément, lorsque la France parle aujourd'hui, qu'elle parle à Bruxelles, et c'est important, M. Bock-Côté, de parler à Bruxelles, parce qu'encore une fois, il faut être respecté. Eh bien, on dit quoi? On dit à la France, et je l'ai vécu lorsque j'étais ministre des Finances, vous faites d'abord le travail, parce qu'aujourd'hui, vous êtes le pays qui est le plus dégradé de toute la zone euro. Et puis après ça, vous pouvez parler. Et ça, effectivement, à partir du moment où on le met dans la Constitution, pour nos auditeurs, pas en 2027, en 2032, mais on prend l'engagement de le faire dès maintenant avec une trajectoire, eh bien, effectivement, la France retrouve la capacité politique à parler. Et ça, je vais vous dire une chose. Tous ceux que je vois, de M. Bardella, puisque vous l'avez cité, à M. Hollande, que j'ai vu également, ils disent c'est absolument vrai et on en a besoin. Car on sait que la parole de la France, elle est nécessaire et attendue à Bruxelles, mais aussi dans le monde. Et aujourd'hui, un État qui ne tient pas ses objectifs, précisément, est un État qui n'est plus attendu dans le monde et qu'on néglige. Et la France ne peut pas être négligée. Le pays comme pas possible. Vous croyez qu'elle est entendue? Et donc, on dit la même chose, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, effectivement, où l'Allemagne était très endettée, et je l'ai bien vécu moi-même, et qu'elle a fait ça, eh bien, effectivement, sa parole a été plus attendue. Je suis, moi, pour me battre pour que notre pays retrouve la parole qui doit être la sienne. Et je vous le dis, mais encore une fois, c'est mon expérience. Vous pouvez la critiquer. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qui doit faire la différence entre nos hommes et nos femmes politiques, c'est ceux qui vont encore faire des promesses qui ne seront pas financés et qui ne seront pas finançables, qui ne seront pas réalisables, et ceux qui vont précisément dire on va se focaliser sur notre capacité à les tenir. Et bien voilà, si on réussit à ça, qu'on peut gagner une élection. Si on réussit à ça, oui, je pense qu'aujourd'hui... Vous pensez qu'on peut gagner une élection l'année prochaine? Je ne sais pas, monsieur. On va gagner une élection en disant on va réduire les déficits, on va couper dans les dépenses, on va augmenter les impôts. Je ne sais pas, monsieur. Mais ce que je sais, je ne sais pas, monsieur. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les Français, j'allais dire enfin, quand on les interroge, y compris les jeunes par parenthèse, ils ont désormais une inquiétude légitime sur la situation d'endettement, qui est un endettement qu'on ne peut plus contrôler et qui les concerne en premier chef. Donc voilà, et cette solution, effectivement, elle n'est pas du tout antidémocratique, parce que à partir du moment où on se fixe, encore une fois, un cadre, où on va pouvoir dépenser tous les ans, quand même, je le dis pour nos auditeurs, c'est pas l'austérité, entre 80 et 100 milliards de plus tous les ans, c'est pas rien quand même, c'est ce que je propose. Mais que ce cadre est là, eh bien la démocratie pourra s'exprimer. Certains vous diront, moi je veux payer moins pour l'immigration, je veux payer moins pour l'Europe. D'autres vous diront, moi je veux augmenter les impôts. Les troisièmes vous diront, moi je veux les baisser. Très bien, mais tout ça se fera dans un cadre. Et ce cadre, c'est ce dont la France a besoin, parce que ça s'appelle, et c'est ce que vous avez peut-être pas bien compris, je m'en excuse, M. Bock-Côté, mais je vais le redire, ça s'appelle la discipline. La France a besoin de discipline. Si je peux me permettre, la discipline est une chose. Ensuite, je me permets d'y revenir, parce que puisque nous avons peut-être un désaccord de compréhension, il y a, par exemple, d'un côté le RN, il y a le Bloc central qui a sa petite responsabilité aussi dans l'endettement de la France. Il y a la gauche, plus tout le monde là, tout le monde là. Hein. Bon, d'accord, oui, mais bon, ceux-là qui... Peut-être pas le RN, parce qu'ils n'ont pas été... Pardon, mais le RN, quand il s'est agi, encore une fois, de faire des propositions pour les législatives, c'est l'un de ceux qui a proposé le plus de dépenses. Je ferme la parenthèse. J'entends bien. Mais vous le savez. Vous avez trois projets politiques fondamentalement contrastés en France. La gauche, plus ou moins radicale, le Bloc central, le camp national. Vous êtes conscient que ces gens-là ne veulent pas exécuter la même chose, qu'ils n'ont pas le même diagnostic sur le pays. Donc évidemment, tout le monde va dire qu'il veut des finances à l'équilibre. Ça va de soi. Tout le monde veut resserrer la folie budgétaire. Ça va de soi. Mais en dernière instance, vous croyez que ça, c'est l'essentiel du propos par un politique? Oui, parce que c'est parfaitement normal et sain que chacun ait une vision différente. Ce que je dis simplement, c'est que pour que ceux qui vont arriver au pouvoir, celle ou celui qui va arriver au pouvoir, puissent exécuter la vision qu'il leur a proposée aux Français et qu'ils l'auront soutenue, il faudra un cadre. Sans ça, il ne pourra pas l'exécuter. Sans ça, on aura de nouveau exactement ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Croyez-moi, le temps béni de la Ve République, où on avait un alignement
à l'identique entre le vote du président de la République et ensuite l'Assemblée nationale, pour moi, c'est mon sentiment, c'est fini. Donc, on aura vraisemblablement... Il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée l'année prochaine après les présidentielles. Je suis de ceux qui pensent qu'on est vraiment dans une fragmentation de la classe politique en France et dans le monde, quel que soit le vainqueur, et que donc, il faut qu'on se prépare à cette discipline. Et au sein de la discipline, M. Bocoté, chacun fera ce qu'il fait, ce qu'il aura à faire, mais il aura la capacité de le faire. J'essaie tout simplement, modestement, de donner à celle ou celui qui sera au pouvoir d'avoir la capacité de tenir l'objectif. Et c'est comme ça qu'on rehausse la démocratie et non pas qu'on la rabaisse. Breton, j'en parlais en titre, c'est un sujet sur lequel il faut s'attarder, puisque même le pape Léon en parle. L'intelligence artificielle est devenue hautement stratégique. Anthropic est valorisé à 1000 milliards de dollars, passe devant OpenAI. Le fait que le Saint-Père lui-même s'en inquiète dans l'encyclique, c'est un signe. C'est un signe, pour l'auteur de Vatican III, comme vous savez, vous avez anticipé ça, imaginé ça il y a quelques décennies déjà, c'est effectivement... Vous auriez dû être canonisé, pour un protestant, c'est difficile. Oui, je suis de ceux qui s'en réjouissent, évidemment. Et je m'en réjouis pourquoi ? Je m'en réjouis parce que, effectivement, cette évolution, et je dis bien évolution, pour moi c'est une évolution plus qu'une révolution de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'utiliser tout le patrimoine informationnel qu'on a généré depuis maintenant plus d'un quart de siècle, aller chercher par rapport à des situations auxquelles on est confronté, donc des situations identiques, de l'expérience qu'on a accumulée, modéliser à travers des modèles et de la puissance de calcul des réponses aux questions qu'on se pose. C'est une évolution où on va utiliser tout ce savoir. Et effectivement, il y a la façon de l'utiliser. Il y a pique mon job. Et évidemment, il y a la façon de l'utiliser. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette évolution, elle va changer énormément de choses dans notre façon de vivre, de nous comporter, notamment pour la jeunesse, notamment à l'école, mais pas que, notamment dans les entreprises, mais aussi pour notre démocratie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai porté un acte qu'on a appelé l'AI Act, donc une régulation de l'intelligence artificielle très sobre, très modeste, en disant il y a un certain nombre de risques, il faut juste qu'on prenne des positions sur ces risques, et c'est ce qu'on a fait. Et donc je me réjouis vraiment que le Saint-Père, à un moment où précisément on voit que le monde, il est en train de se partager entre ceux qui possèdent ces entreprises, ils sont une petite poignée. Et aujourd'hui, tous américains. Pas tous américains, c'est pas vrai. C'est passé chez Samsung, avec les primes qu'ont eu les salariés. Mais pas tous américains. Ils menaçaient de ne plus faire les. Oui, mais là, on est une fois dans leur doigt. Mais quelques exceptions près. Je pense à Mistral. À part quelques champions européens, ce sont que des entreprises étrangères. Non, mais attendez. Ça pose un problème de souveraineté, vous en conviendrez. Attendez, il y a trois choses dans l'intelligence artificielle. On va essayer de mettre les choses un peu plus. Il y a trois éléments fondamentaux, me semble-t-il. Les données, et l'Europe dispose d'un patrimoine de données absolument considérable, que ce soit dans le domaine de la santé, parce que nos systèmes de santé les ont générés, que ce soit dans le système industriel, parce qu'on est encore une plateforme industrielle qui est beaucoup plus importante que celle des États-Unis, donc on a stocké ces informations qui sont donc très valorisables et très valorisantes. Il y a ensuite effectivement les data centers où on stocke ces données. Donc voilà, là c'est pas très compliqué. Je suis ingénieur, dans mon jargon d'ingénieur, on dit que c'est pas de la rocket science, c'est-à-dire que c'est pas de la science extrêmement dure. Il suffit de faire ces investissements. Je sais qu'ils sont annoncés. On a pris un peu de retard, mais on va les faire pour stocker nos données, parce que je crois à la nécéssité d'avoir des données souveraines. Au niveau d'Anthropic, ou jamais au niveau des Chinois et des Coréens. Attendez. Encore une fois, il s'agit encore une fois de faire des stockages de data centers. Et puis après, il faut des moyens, il faut du financement. Et puis après, vous avez effectivement les modèles. Bon, les modèles, vous avez deux types de modèles. Vous avez ceux qui sont fermés, ceux qui sont ouverts. Et de plus en plus, on a des modèles ouverts. Et je vais parler de la Chine. La Chine n'a que des modèles ouverts et il faut dire une seconde ce qui se passe en Chine. Et puis vous avez enfin l'intelligence qu'il y a derrière, c'est-à-dire effectivement les mettre en œuvre. Et là, on n'est pas du tout les derniers de la classe. Croyez-moi, du reste, beaucoup de ceux qui sont à la base de ces modèles viennent d'Europe. La puissance de calcul est nécessaire pour aller les rechercher, donc on sait exactement ce qu'il y a à faire. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas foncièrement en retard. Bien sûr qu'on est en retard par rapport au stockage de données, c'est évident. On est en retard par rapport au modèle, c'est évident. Mais ceux qui vont... C'est absolument pas perdu. Il y a les Japonais qui investissent dans les Hauts-de-France. Oui, bien entendu, il va l'annoncer demain. Il va l'annoncer demain, du reste, le président de SoftBank, bien sûr. Et puis vous avez, et ça c'est très intéressant, vous avez le modèle chinois. Le modèle chinois, c'est un modèle, encore une fois, qui est ouvert. Ils ne sont pas du tout les derniers de la classe, ils sont exactement les seconds, ils sont très proches des États-Unis. Et donc, il est gratuit. Et financé du reste, on le sait, en partie par le gouvernement chinois. Vous avez d'un côté un modèle, aujourd'hui, qui est essentiellement, donc vous l'avez rappelé à juste titre américain,
à coût de milliards. C'est des montants considérables qui sont investis dans ces data centers. On ne sait pas trop comment la rentabilité va venir. Et comme ça, à un moment, les marchés, du reste aujourd'hui, les marchés sont hauts parce qu'on estime qu'il y aura beaucoup de rentrées, il va falloir faire payer. Donc d'un côté, vous avez un modèle d'intelligence artificielle payant, le modèle américain, il va par nécessité, et l'autre côté, chinois qui se prépare à être gratuit. Donc nous, il faut qu'on ait conscience de ça. Je l'annonce ce matin à votre micro, et il faut précisément que dans ces deux extrêmes, on trouve notre voie. C'est ce que je propose. Thierry Breton est l'invité du Grand Rendez-vous. À tout de suite pour la dernière partie. On a commencé cette émission par la jeunesse. Alors, il y a la jeunesse qui se réjouit de la victoire du PSG, nous aussi, même si on est un petit peu moins jeunes. Il y a la jeunesse qui casse, et puis il y a la jeunesse qui travaille. Et la jeunesse qui travaille, elle sort des écoles, et qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a tout un pan qui, maintenant, va être géré par l'intelligence artificielle. Donc, en fait, cette jeunesse-là, elle va être formée, elle va devoir se réinventer. Mais vous avez raison, et c'est aussi l'un des soucis, l'un des thèmes de préoccupation majeure dans tous nos pays. Aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Chine, où je rappelle qu'il y a quand même 22% de chômage des jeunes diplômés en Chine. Parce qu'effectivement, toute cette jeunesse, alors on parle maintenant d'une jeunesse qui est une jeunesse, diplômée. Il y a tout dans la jeunesse, évidemment, il faut qu'il continue à tout y avoir, mais il y a de la jeunesse qui a des masters, qui a fait des études supérieures. Ouais. Généralement, pour beaucoup d'entre eux, leur premier travail, c'était de rentrer dans des entreprises et on leur faisait faire un travail de synthèse. Pas que ça, parce qu'il fallait faire des synthèses, il fallait aller chercher de l'information. Mais aujourd'hui, et donc ils rentraient dans la compréhension de l'entreprise par rapport à ces travaux, qui sont des travaux techniques, des travaux, on va dire de petites mains, mais de petites mains intelligentes et éclairées. Et tout ça, aujourd'hui, est balayé par l'intelligence artificielle. Et on voit donc, à juste titre, d'abord, des questions qui se posent. Et au fond, derrière cette question, c'est quelque chose qui va plaire à M. Bock-Côté, qui est un enseignant, c'est est-ce que finalement notre système éducatif, aujourd'hui, est adapté à ça. Personnellement, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut vraiment qu'on en discute. Mais justement, alors, de ce point de vue, et tous mes amis qui enseignent, et je dirais du primaire au secondaire à l'université, me disent tous la même chose. Il n'est plus possible avec Claude, ChatGPT, tout ça, de faire des travaux à la maison. Premièrement, parce que les élèves font faire le truc ou les étudiants par l'intelligence artificielle. Premier point. Deuxième point, peut-être plus important, il n'y a plus de honte chez le jeune homme ou chez la jeune femme à l'idée de demander à une machine d'écrire un texte à sa place. Donc, une forme de renoncement à la liberté créatrice, à la liberté intellectuelle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, la crainte que la grande majorité, il y a une forme d'effondrement culturel qui sera provoqué par ce cerveau prothèse qui remplacera le cerveau humain? Mais vous savez, c'est intéressant parce que ce que vous dites, parce que c'est précisément, on est au cœur du sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça ne doit pas remplacer totalement, effectivement, ce que on fait, vous disiez par exemple un exposé ou quoi que ce soit. C'est à vous d'être au fond l'organisateur, l'architecte, le chef d'orchestre de ce que tous ces outils informationnels vous permettent d'avoir à votre disposition pour avoir une réponse qui soit votre réponse. Et ça, c'est un changement de paradigme total. Cet apprentissage-là, il va falloir le faire pour pouvoir précisément, non pas être l'esclave de la machine et des systèmes d'information, mais être au contraire le chef d'orchestre. Et ben vous voyez, il y a un changement de paradigme complet. J'y crois complètement. Et du reste, lorsque j'enseignais l'utilisation de l'IA, par exemple. Lorsque j'enseignais moi-même, j'enseignais dans différentes universités, y compris aux États-Unis. J'enseignais à mes étudiants. C'était à Harvard Business School. Qu'est-ce qu'on prenait? On prenait un cas et on leur demandait, déjà, c'est un enseignement scolastique, je leur demandais de se mettre à la place, d'utiliser tout ce qu'ils pouvaient trouver pour répondre à une question donnée. Donc cette méthodologie-là, il faut maintenant l'élargir à l'espace informationnel. C'est-à-dire, voilà, vous avez un problème donné. Et à l'espace éducatif aussi, à l'école? Bien entendu. À l'école, monsieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, il faut continuer à apprendre, à compter, à écrire, à lire, bien entendu, à respecter aussi, c'est l'éducation civique. Mais il faut aussi apprendre à choisir de façon éclairée dans cet espace d'information où on a tout à disponibilité pour éviter que ce soit d'autres qui choisissent pour vous. Vous faisiez référence tout à l'heure à TikTok, cette civilisation, cette génération. Vous savez, je commence à le voir. Ils en reviennent, bien sûr. Les modèles qui ont été du reste initiés par les Chinois, TikTok, très court. Ces pastilles, évidemment, ça a généré, je dirais, une réaction de toute une génération. Mais on en revient parce qu'on veut être l'acteur de son propre espace informationnel. C'est ça qu'il faut apprendre à choisir. Vous allez apprendre à choisir. De l'homme cultivé, tout simplement? Non, l'homme cultivé, il fait encore une fois une référence pour pouvoir apprendre à choisir. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir des références historiques.
géographiques, culturels, pour pouvoir précisément apprendre à choisir vite et en fonction de ce que l'on recherche soi-même. De là où on a une adhésion avec son propre sentiment, avec ce que l'on est. Vous auriez du plaisir à lire un livre qui a été écrit en intelligence artificielle par ChatGPT? Mais à partir du moment où il a été écrit, déjà, hein. à partir du moment où il a été écrit avec celui qui en a été l'architecte et qui a voulu avoir des réponses par bloc qui concernent là où il voulait aller, bien sûr. Ce que je vous dis ce matin, c'est que vous avez deux types de postures. Soit c'est l'intelligence artificielle qui décide pour vous, soit c'est vous qui décidez en vous appuyant sur l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce sens où le pape remet dans son encyclique Magnificat Humanitas, l'homme au centre de tout. Et le risque qu'on a, c'est que si jamais on est uniquement dépendant de GAFA américains, on soit inondé par le chewing-gum facile ou par le coca light ou pas. Vous nous disiez précisément qu'on va être plutôt envahi par l'intelligence artificielle chinoise parce que tout le monde va se préciter sur l'IA gratuite. Je ne le souhaite pas. Et non pas la payante qui sera proposée par les Américains. Je vous dis parce que c'est encore une fois mon rôle par rapport à la connaissance que j'ai eue de ces systèmes et de ce monde, puisque c'était encore une fois mon travail. Je vous dis simplement que voilà les tendances qui sont devant nous. Et bien à partir du moment où ces tendances sont là et où on les voit, à charge pour nous d'y répondre en Europe. Parce qu'on ne pourra y répondre qu'au niveau européen. Oui, et justement la réponse européenne, pour le moment, on la voit difficilement. Eh bien, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut pour réagir. Je suis bien placé pour le savoir. Elle a tout ce qu'il faut pour réagir. Mais encore une fois, il est absolument indispensable que là encore, elle utilise les outils qui sont à sa disposition et qui ont été voulus par nos co-législateurs. Je rappelle quand même que 90% des députés européens qui représentent l'ensemble de la population européenne ont voté pour ces textes. Eh bien, il faut qu'elle les exerce et qu'elle exerce ce pouvoir. Et si elle n'exerce pas, alors c'est de la vassalité à terme, et on le voit précisément avec le risque, soit du côté américain, soit du côté chinois. Il y en a en tout cas, puisque vous parliez de personnes qui aimaient se mettre en avant, c'est Donald Trump qui, encore ce matin, on l'a vu tout à l'heure dans le flash d'information, affirme que les Iraniens sont prêts à lâcher l'arme nucléaire. Où est-ce qu'on en est dans ce conflit qui est... quel est votre regard là-dessus? Dans ce conflit qui est tentaculaire, qui n'en finit pas. Je remarque aussi que le Charles de Gaulle est arrivé en mer d'Arabie. Alors Charles de Gaulle, c'est une escadre, hein, je le rappelle. Donc ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 frégates autour. Un peu plus. Un peu plus sans doute. Et il y a peut-être des bâtiments étrangers qui sont allés le rejoindre. Il y a au moins un sous-marin nucléaire qui est pas très loin. C'est ce que j'appelle toujours avec le porte-avions. La guerre sans la guerre. Donc on est là sans être là. Quel est le rôle de la France et comment est-ce que vous voyez tout ça? Alors plusieurs questions. Et je vais essayer de répondre très rapidement. D'abord, là on peut, parce que personne ne peut répondre à la première. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans la Situation Room de la Maison-Blanche. On est prévenu quand on y rentre, on est prévenu quand on y sort, mais pour l'instant, on n'a pas vu de fumée blanche, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Donc très bien. Il n'y a pas de fumée blanche. Enfin très bien. Non, pas très bien, parce que j'estime qu'il faudrait maintenant, il est nécessaire, quand je dis j'estime, il n'y a pas que moi, il y a évidemment l'impact que tout ceci a aujourd'hui sur l'économie mondiale, y compris sur l'économie mondiale, y compris sur l'économie européenne, y compris sur l'économie française, et y compris évidemment, et j'aurais dû commencer par ça, sur nos compatriotes. Et ils le voient tous les jours avec le prix de l'essence à la pompe, mais aussi le niveau de l'inflation qui augmente, mais aussi les taux d'intérêt qui augmentent, etc. Donc il faut évidemment espérer qu'on trouve un accord. Par parenthèse, on a oublié tous les buts de guerre. Hein. Je rappelle que le changement de régime, etc., tout ça, les Iraniens qui nous regardent peuvent se dire... Les Iraniens, c'est la variable d'ajustement, je le dis avec énormément de tristesse pour ce peuple qui souffre. Enfin, c'est incroyable, c'est un peuple martyr. Hein, donc, martyr depuis 47 ans. Et je crains que ça continue. Bon, donc ça, on le met de côté. Maintenant, on en est où? On veut réouvrir le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire revenir au statu quo ante, et on veut effectivement que l'Iran, à juste titre, ne dispose pas de l'arme nucléaire. On parle de la bomba. Bon, donc là, ben voilà, on sent qu'on est prêt. Et pourquoi on sent qu'on est prêt? Et je voudrais le dire ce matin à votre micro. Parce que derrière, il y a un nouvel acteur qui, au fond, regarde ça de façon clinique et qui joue un rôle de plus en plus important, y compris de stabilité. Qui le crut? La Chine. La Chine, aujourd'hui, il ne faut jamais l'oublier que la Chine rend possible aujourd'hui la défense iranienne. La Chine fournit évidemment tout ce dont l'Iran a besoin pour se défendre, en particulier les moyens de propulsion de ses missiles, en particulier l'électronique embarquée sur ceci, en particulier la constellation Beidou qui va permettre, donc qui est l'équivalent du GPS, qui va permettre à ces missiles d'être très précis. Donc aujourd'hui, la Chine joue un rôle très important. Et après la visite à laquelle on a assisté et de Donald Trump
chez Xi Jinping et de Vladimir Poutine 3 jours après, il est incontestable que la Chine, qui a besoin de stabilité pour revendre ses excédents et d'avoir une économie mondiale qui tienne à peu près la route, la Chine, maintenant, a envie que tout ceci retrouve sa normalité. Elle a besoin aussi de l'ouverture du détroit d'Ormuz pour son propre pétrole. 80%, mais elle profite aussi de l'affaiblissement des États-Unis. Oui, mais très bien. Ok, ça y est, c'est fait. Parce que malheureusement, je suis le premier, puisque j'aime ce pays. Et donc la France dans tout ça, avec son porte-avions. Et donc aujourd'hui, il faut espérer effectivement qu'on trouve cet accord. Bien, la France, à travers la France, c'est l'Europe. Parce que ce que vous venez de décrire, c'est qu'effectivement, on est le seul pays en Europe européen à avoir un porte-avions et les sous-marins qui l'accompagnent, y compris les sous-marins à propulsion nucléaire. Donc la France, évidemment, puisque je rappelle quand même que l'Europe a été attaquée, on se souvient qu'il y a eu des missiles qui sont tombés quand même sur Chypre, etc. Donc la France a mobilisé à juste titre donc son porte-avions avec l'escadre qui va derrière, et dont je rappelle que c'est une escadre européenne, et pas qu'une escadre française. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans une phase qui va être maintenant diplomatique. Alors, je ne sais pas si ce sera ce soir, si ce sera dans 2 jours, dans 5 jours. Les marchés, on voit, se tiennent plutôt bien. C'est-à-dire que les marchés estiment, eux, que on devrait être au bout du tunnel. Je l'espère. Mais derrière, on va rentrer dans une phase qui va être plus diplomatique. Et là, il est indispensable que l'Europe se fasse entendre. On ne peut pas laisser ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient uniquement dans la main des Américains qui vont s'en désintéresser, on le sait. Dans la main des Chinois qui arrivent, on le voit, et dans la main des Iraniens, qui, quoi qu'on en dise, resteront dangereux. Il est indispensable que l'Europe rejoue son rôle, et son rôle diplomatique. La diplomatie, c'est aussi la puissance, c'est le message qu'on a envoyé. C'est l'heure de Mme von der Leyen ? Non, Mme von der Leyen n'a rien à voir avec la défense. Je le rappelle, c'est uniquement les États membres, ça va vous faire plaisir, M. Bocoté, c'est la souveraineté des États membres. La Commission, elle, n'a pas de pouvoir régalien sur la défense, et je ne pense pas que ce soit ça qu'elle l'est. Thierry Breton, Edgar Morin nous a quittés à l'âge de 104 ans. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous ? Edgar Morin, c'est un siècle, hein. C'est un grand humaniste. Alors, on peut partager ou pas partager ses idées, hein, mais c'est un grand humaniste, il a le regard du siècle, et au fond, bon, c'est un sociologue. Hein. À une époque, là, encore une fois, où on l'a peut-être oublié, mais c'est quasiment un autodidacte, qui a fait une immense carrière et littéraire, et au CNRS. Voilà, j'ai envie de dire, j'aimais beaucoup Edgar Morin, plutôt dans cette deuxième période, et pas à la fin de sa vie. Il a écrit aussi beaucoup sur la mort. J'ai envie de dire que il est parti joyeux. Merci Thierry Breton d'avoir été l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Très bonne journée sur nos 2 antennes.